Ce soir, des nouvelles de dernière minute. Un responsable américain a confirmé à ABC News que 700 Marines sont en route vers Los Angeles. Ce soir, dans le nord-est, des orages arrivent. La menace d'orage violent s'étend jusqu'au sud. 50 millions d'Américains concernés. Le crash d'un petit avion au large des États-Unis, directement dans l'océan. Mais d'abord ce soir, la course à Los Angeles après des affrontements entre la police et des manifestants anti-ICE. Le président Trump a ordonné ce soir l'envoi de ses 700 Marines pour aider la garde nationale à Los Angeles. Certains manifestants ont incendié des voitures et attaqué des véhicules de police. La police a tiré des balles en caoutchouc. Une journaliste était en train de faire son reportage lorsqu'elle a été touchée par une balle en caoutchouc tirée par un policier. Et ce soir, ce qui s'est passé après que le président Trump, interrogé sur l'idée d'arrêter le gouverneur de Californie Gavin Newsom, a répondu « Ce serait une excellente chose ». Matt Gutman en tête-à-tête ce soir avec le chef des frontières Tom Homan. Également ce soir, le Nord-Est se prépare à affronter des tempêtes. Des intempéries violentes de New York jusqu'au Texas. Plus de 50 millions d'Américains sont en alerte. Jersey est prête avec les prévisions météo. Ce crash d'avion au large des côtes américaines, les 6 personnes à bord sont présumées mortes. Au secours, au secours. La dernière transmission du pilote, l'avion s'écrasant dans l'océan au large de San Diego. Et l'autre catastrophe, un avion de parachutisme s'est écrasé avec 21 personnes à bord. Les nouvelles tombent ce soir concernant la traque de ce père fugitif, un vétéran considéré comme dangereux. Ce soir, les autorités fédérales prennent désormais en charge les recherches après qu'il aurait tué ces 3 jeunes filles. Où en sont les fédéraux en ce moment? Ce soir, Martha Raddatz est en Ukraine alors que la Russie lance sa plus grande attaque depuis le début de la guerre. Près de 500 drones et missiles. Et le président Zelensky a confié à Martha que les 20 000 missiles anti-drones américains promis à l'Ukraine ont désormais été envoyés au Moyen-Orient. ABC News a interrogé ce soir le Pentagone. De retour ici aux États-Unis, une grande victoire judiciaire ce soir pour l'actrice Blake Lively. Ce soir, un juge fédéral a rejeté la plainte en diffamation de 400 millions de dollars de l'acteur Justin Baldoni contre elle, après qu'elle l'a accusé de harcèlement sexuel. Les délibérations du jury dans l'affaire Harvey Weinstein ce soir et la note surprenante ici même. Un président du jury a informé le juge « J'ai besoin de vous parler d'une situation qui n'est pas très bonne. Le sauvetage remarquable. Regardez ça, un zèbre domestique ici aux États-Unis évacué par les airs pour être mis en sécurité. Et ce soir, ici, nous célébrons la musique de Sly Stone. En souvenir du chanteur, le leader de Sly and the Family Stone. Depuis le siège mondial d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David Muir. Bonsoir, c'est un plaisir de commencer une nouvelle semaine avec vous tous à la maison. Nous commençons ce soir avec Los Angeles qui se prépare après que de vastes raids d'immigration ont déclenché des manifestations et des affrontements. Ce soir, un responsable américain confirme à ABC News que 700 Marines sont en route pour Los Angeles afin de rejoindre la garde nationale de Californie, qui a été déployée par le président et non par le gouverneur de cet État. En fin d'après-midi, une manifestation pacifique a eu lieu après l'arrestation d'un dirigeant syndical, mais la ville se prépare à la tombée de la nuit. La situation était bien différente ce week-end, des manifestants ont tiré des feux d'artifice juste là, avec des policiers tout près. Une file de véhicules autonomes a été incendiée. Des foules ont bloqué l'autoroute 101 au centre-ville, les agents du LAP tentant de les déloger. Le moment où un correspondant basé aux États-Unis, venu d'Australie, couvrait les manifestations. Vous pouvez voir ici, elle est touchée par une balle en caoutchouc tirée par un policier. Le président Trump a contourné le gouverneur en envoyant la garde nationale de l'État sur place. Et ce soir, il envoie maintenant des centaines de ses marines américains. Notre chef correspondant national, Matt Gutman, ouvre ce journal ce soir en direct de Los Angeles. Matt est en tête-à-tête ce soir avec le chef des frontières, Tom Homan. Ce soir, 700 marines sont en route vers les rues de Los Angeles. Pour aider la garde nationale et les forces de l'ordre à réprimer les affrontements violents avec des manifestants en colère contre les politiques migratoires de l'administration Trump et les arrestations. Au cours des 72 dernières heures, certains quartiers de Los Angeles ont sombré dans le chaos. Des manifestants ont incendié des voitures, jeté des vélos et des trottinettes sur des voitures de police sur l'autoroute. Les forces de l'ordre ont tiré des centaines de grenades assourdissantes et de projectiles non létaux, procédant à des dizaines d'arrestations. La situation est devenue si tendue dans les rues qu'un photographe britannique a dû subir une opération d'urgence après avoir été touché par un projectile non létal. Vous laissez avancer à travers l'eau. Et il y a eu ce moment. Regardez cette correspondante de 9 News Australia. Tu viens de t'infliger. Elle couvrait les manifestations lorsqu'un policier l'a touchée avec une balle en caoutchouc. Et ce soir,
La guerre des mots s'intensifie entre le gouverneur de Californie Gavin Newsom et Donald Trump. Newsom poursuit le président en justice, l'accusant d'avoir créé les conditions de ce chaos en contournant les responsables californiens pour déployer des milliers de soldats de la garde nationale. Allez-vous déployer les marines en Californie? Nous espérons avoir le soutien de Gavin, car c'est lui le principal bénéficiaire pendant que nous réglons ces problèmes. Je veux dire, son État est un vrai désastre. Newsom a ensuite été vivement critiqué par Trump et le responsable des frontières Tom Homan pour sa gestion des troubles. Homan a même suggéré au départ que le gouverneur devrait être arrêté, une idée que Trump semblait soutenir il y a seulement quelques heures. Je le prends. Tu le sais, non, je pourrais me faire piéger. Là. Gavin aime la publicité, mais je pense que ce serait une excellente chose. Il a fait un travail épouvantable. Newsom a de nouveau répondu, qualifiant cela de « pas indéniable vers l'autoritarisme ». J'ai interrogé Homan à ce sujet. Si Gavin Newsom franchit une certaine limite et enfreint la loi, avez-vous le pouvoir de l'arrêter où? Eh bien, vous savez, s'il a enfreint la loi, c'est comme pour n'importe quel autre citoyen américain, nous demanderons au procureur général d'enquêter et ils engageront des poursuites. À un moment, ne va pas engager de poursuites. Des affrontements spontanés ont commencé vendredi alors que des agents fédéraux menaient plusieurs opérations dans Los Angeles et ses environs. Mais samedi, les manifestations, pour la plupart pacifiques, ont pris de l'ampleur lorsque des agents ont été aperçus en train de se regrouper à Paramount, en Californie, à proximité. Et dimanche, un convoi de troupes lourdement armées et camouflées est arrivé. Nous avons observé l'intensification des affrontements au fil de la journée. Il y a quelques instants. Il y a des projectiles qui sont lancés. Il y a quelques instants, une moto a semblé essayer de franchir la ligne de police. Et maintenant, on entend toutes ces grenades assourdissantes exploser. La police essaie de repousser les manifestants, tirant des projectiles non létaux à très courte distance. Et on voit ces projectiles lancés par-dessus. Maintenant, ce motard est en train d'être emmené ici. On dirait qu'il est en train d'être arrêté. Le chef de la police de Los Angeles a déclaré cette nuit qu'il pourrait avoir besoin de renforts. Nous sommes débordés, en ce qui concerne le nombre de personnes impliquées dans ce genre d'activité, et ce qu'elles font. Et aujourd'hui, des milliers de personnes se sont rassemblées pacifiquement pour demander la libération d'un important leader syndical arrêté vendredi lors d'une de ses descentes sur les lieux de travail. Beaucoup d'entre nous sont citoyens américains. Alors, pourquoi travaillons-nous? Qu'est-ce que le rêve américain? Il n'existe même pas quand on arrête des gens dans la rue. David, je veux juste te donner une idée de l'endroit où nous sommes. Nous sommes devant le bâtiment fédéral au centre-ville de Los Angeles et il y a probablement quelques centaines de manifestants pacifiques ici à l'extérieur, et vous pouvez voir cette ligne d'agents fédéraux et de membres de la Garde nationale de Californie. Pour l'instant, tout est calme, mais de l'autre côté, il y a probablement une centaine de policiers de Los Angeles en tenue anti-émeute. Maintenant, Tom Homan m'a dit qu'il soutient l'envoi de troupes supplémentaires dans le centre-ville de Los Angeles, mais il y a peu de temps, le gouverneur Gavin Newsom a tweeté que la présence de marines en service actif ici à Los Angeles est anti-américaine. David. Matt Gugman ouvre notre émission ce lundi soir. Matt, merci. Ce soir, on se tourne vers le nord-est qui se prépare à affronter des tempêtes, une météo sévère. De New York jusqu'au Texas ce soir, plus de 50 millions d'Américains sont en alerte. Allons retrouver notre chef météorologue, Jean Jersey. Et si tout cela pour nous encore ce soir. Bonsoir Jean Jersey. Bonsoir David. Des alertes aux orages violents sont en vigueur de Myrtle Beach jusqu'à l'ouest de l'État de New York. Les surveillances, elles, s'étendent de Pittsburgh jusqu'à Parkersburg en Virginie-Occidentale, de Gaylord dans le Michigan jusqu'à Flint, Michigan. Maintenant, suivons le front froid, car nous allons tout chronométrer et vous ne le verrez pas seulement dans le nord-est. Le front froid qui s'étend jusqu'à la côte du Golfe, nous avons même une surveillance en vigueur dans l'est du Nouveau-Mexique, mais cette ligne juste au nord et à l'ouest de Mobile va progresser lentement vers l'est, traverser la Géorgie et certaines parties de la Caroline du Sud au cours de la nuit. Puis demain, le trajet sera pluvieux de Philadelphie jusqu'à New York, au moins dans la matinée, et pour Boston, cela commencera dans l'après-midi, David. Jean Jersey, on se retrouve dès demain matin dans GMA. Merci, Jean Jersey. Passons maintenant au crash d'avion au large de San Diego. 6 personnes à bord, toutes présumées mortes ce soir, et vous allez entendre la dernière transmission du pilote avant de s'écraser dans l'océan. Voici Prévorat. Ce soir, 6 personnes sont portées disparues et présumées mortes après qu'un petit avion s'est écrasé dans l'océan dimanche près de San Diego, quelques minutes après le décollage. Au secours, au secours, au secours. L'enregistrement audio du contrôle aérien semble indiquer que le Cessna bimoteur a eu du mal à maintenir son altitude presque immédiatement et que le pilote ne savait pas ce qui n'allait pas. 4 Bravo Alpha, quel est le problème? On a juste des difficultés en ce moment. Je maintiens 30 pieds. L'avion, qui se dirigeait vers Phoenix, a disparu des radars. 4 Bravo Alpha, contact radar perdu. À 6 miles au sud-ouest de l'aéroport de San Diego.
La garde côtière indique avoir retrouvé des débris de l'épave au large, et les premières données de la F1 montrent que toutes les personnes à bord sont décédées. Cela s'est produit le même jour où cet avion de parachutisme s'est écrasé au sud-est de Nashville, dans le Tennessee. Notre foi a battu Laoma. Et cet avion s'est écrasé ici, à seulement 300 mètres de la piste. Un impact violent, mais incroyablement, tout le monde a survécu. Il y avait 21 personnes à bord. Les premiers secours ont pris en charge beaucoup d'entre elles sur place. 6 personnes ont été transportées à l'hôpital. Ce soir, le propriétaire de la société de parachutisme déclare « Nous sommes extrêmement reconnaissants de la réactivité de notre pilote, dont l'intervention a probablement évité une issue bien plus grave. » David, on ne sait pas encore ce qui a causé l'un ou l'autre de ces accidents. Les 2 accidents font l'objet d'une enquête, mais ici en Californie, on pense que les 6 personnes portées disparues sont toutes décédées. David. Trevor Alt nous rapporte ce soir. Merci, Trevor. Il y a des nouvelles de dernière minute ce soir concernant la traque de ce père fugitif, vétéran considéré comme dangereux. Ce soir, les autorités fédérales ont désormais pris en charge les recherches après qu'il aurait tué ces 3 jeunes filles. Où en sont les fédéraux en ce moment? Voici Kayna Whitworth. Ce soir, les autorités fédérales prennent en charge une vaste opération de recherche pour retrouver Travis Decker, le père accusé d'avoir tué ces 3 jeunes filles dans l'État de Washington, ratissant des centaines de kilomètres carrés près de la frontière canadienne. Mon message reste le même. Travis, si tu nous vois, nous aimerions que tu te rendes. Le gouverneur mobilise la garde nationale pour aider aux recherches sur le célèbre Pacific Crest Trail. L'ancien soldat de l'armée, âgé de 32 ans, aperçu ici sur des images récentes de caméras de porte, est accusé d'avoir tué ses filles lors d'une visite de garde en journée. Le tribunal avait révoqué l'autorisation pour les nuits sur place. Les corps d'Olivia, 5 ans, Evelyn, 8 ans, et Peyton, 9 ans, ont été retrouvés près d'un campement il y a une semaine. Une autopsie a révélé que la cause du décès était la suffocation. Un avocat de la mère des filles affirme que Decker montrait des signes de troubles de stress post-traumatique. Je pense que vers la fin de la vie des filles, la dernière semaine environ, tout a vraiment dégénéré. Ils se sentaient vraiment seuls. La communauté a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Comment expliquer à un enfant de 10 ans qui ne devrait pas être confronté à cette réalité qu'un père peut faire une chose pareille? Et David, le gouverneur de l'État de Washington, a déclaré que le meurtre brutal de ces 3 filles a choqué tous les tailles. Ce soir, il exhorte les habitants de la zone de recherche à garder leurs fenêtres et leurs portes verrouillées. David. Kayna Whitworth, une fois de plus sur cette affaire ce soir. Kayna, merci. À l'étranger ce soir, et notre correspondante Marta Radatz se trouve en Ukraine, alors que la Russie lance sa plus grande attaque contre l'Ukraine depuis le début de la guerre, avec près de 500 drones et missiles. Ce soir, écoutez son exclusivité, le président Zelensky a confié à Marta que 20 000 missiles anti-drones américains promis à l'Ukraine ont désormais été envoyés au Moyen-Orient. ABC News a interrogé le Pentagone à ce sujet. Marta se trouve à Lviv. Ce soir, nous avons été témoins d'une nouvelle attaque brutale de la part de la Russie. La Russie a lancé près de 500 drones et missiles, soit le plus grand nombre d'armes tirées depuis le début de la guerre il y a 3 ans, forçant les habitants à se réfugier dans les abris anti-bombes. Une vidéo circulant en ligne montre un missile de croisière russe traversant l'ouest de l'Ukraine. Au moins une douzaine de personnes ont été blessées lors de ces attaques et une a été tuée. Il y a déjà eu 90 000 Ukrainiens tués dans cette guerre, dont beaucoup venaient de Dubno, où nous nous trouvons actuellement. Et cette ville a été la cible de l'attaque massive la nuit dernière. Ce soir, le président ukrainien, dans une interview exclusive, m'a confié que les 20 000 missiles anti-drones promis par l'administration Biden ont finalement été envoyés au Moyen-Orient par l'administration Trump. Ce n'était pas cher, mais c'est une technologie spéciale. Nous comptions donc sur ces 20 000 missiles. Mon ministre de la Défense m'a dit que les États-Unis les avaient transférés au Moyen-Orient. ABC News a demandé une réaction au département de la Défense. Ils ont refusé de commenter. Et David, le président Zelensky m'a souligné à quel point ces systèmes anti-drones sont essentiels pour protéger la population ici contre les attaques russes, mais le Pentagone ne nous a rien communiqué. David? Marta Radatz, qui est en Ukraine depuis la majeure partie de la semaine maintenant. Merci, Marta. De retour ici aux États-Unis ce soir, une grande victoire judiciaire pour l'actrice Blake Lively. Un juge fédéral a rejeté aujourd'hui la plainte en diffamation de 400 millions de dollars de l'acteur Justin Baldoni contre elle, après qu'elle l'a accusé de harcèlement sexuel. Voici Aaron Katersky. Ce soir, une grande victoire pour l'actrice Blake Lively, qui était engagée dans une bataille judiciaire acharnée avec son partenaire et réalisateur de Gettins with US, Justin Baldoni. Un juge fédéral a rejeté aujourd'hui la demande reconventionnelle de 400 millions de dollars de Baldoni, qui accusait Lively et son mari,
l'acteur Ryan Reynolds, de diffamation et d'extorsion. Le juge a estimé que la plainte de Baldoni était invalide car les accusations initiales de harcèlement sexuel portées par Lively étaient légalement protégées, écrivant « Même si elles s'avèrent inutiles, un employé peut exiger des protections contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail sans être accusé d'extorsion. » Tout a commencé lorsque Lively a déposé une plainte accusant Baldoni de harcèlement sexuel et d'avoir orchestré une campagne de dénigrement après qu'elle se soit plainte des conditions sur le plateau du film. On peut faire un score? Et peut faire un score de coupure? En quelques semaines, Baldoni a répliqué en portant plainte à son tour, son avocat publiant des images brutes du tournage de Eaton's with US. Je suis probablement en train de te mettre de l'autobronzant dessus. Ça sent beau. Les avocats de Lively qualifient le rejet de la plainte de Baldoni de totale réhabilitation, Lively publiant en ligne « Je suis plus déterminé que jamais à continuer de défendre le droit de chaque femme à faire entendre sa voix pour se protéger. » Ce soir, les juges ont également rejeté la plainte de 250 millions de dollars de Baldoni contre le New York Times concernant ses articles sur les accusations de Lively. Alors, retrouvons Aaron Kapersky avec nous ce soir. C'est une affaire que tu suis, Aaron, mais il y en a une autre aussi, ce nouveau procès de Harvey Weinstein. Et aujourd'hui, on a appris que le président du jury a informé le juge « J'ai besoin de vous parler d'une situation qui n'est pas très bonne. » Que as-tu appris? Après avoir envoyé cette note au juge, ils ont fait venir le président du jury, qui a expliqué au juge que les jurés s'attaquaient les uns les autres et évoquaient le passé de Harvey Weinstein. Le juge a réuni tous les jurés et leur a dit qu'ils devaient rester courtois et ne discuter que des preuves. Donc David, ils reviendront demain pour une 4e journée de délibération dans le nouveau procès pour crime sexuel de Harvey Weinstein. David, on suit aussi cette affaire. Aaron, merci. En fin de journée, le secrétaire à la santé et aux services sociaux, RFK Junior. A démis de leurs fonctions les 17 membres du comité consultatif indépendant des vaccins du CDC dans ce pays. Le comité donne des recommandations sur les calendriers de vaccination. Il devait se réunir plus tard ce mois-ci pour discuter des vaccins contre la COVID-19. Ce soir, le secrétaire Kennedy affirme que leur éviction est désormais une étape vers le rétablissement de la confiance du public dans les vaccins. À notre retour, en cette soirée d'actualité chargée, la fusillade mortelle sur le strip de Las Vegas où 2 personnes ont été tuées. Il y a des nouvelles ce soir concernant le suspect. Nous avons également un rappel massif de près de 2 millions dans 9 États. Nous rendons hommage à un musicien, vous vous souviendrez de sa musique, du groupe des années 60 et 70. Et regardez ceci ce soir, le sauvetage remarquable qui a eu lieu ici même aux États-Unis. Il s'agit d'un animal de compagnie en fuite, un zèbre domestique transporté par hélicoptère vers un lieu sur ce soir. Nous revenons tout de suite. Ce soir, une fusillade mortelle a eu lieu sur le strip de Las Vegas. 2 personnes ont été tuées près de la fontaine du Bellagio. La police indique que le suspect s'est présenté dans un commissariat à Henderson, dans le Nevada, et s'est rendu. Les enquêteurs affirment que les victimes et le suspect se connaissaient. La fusillade serait liée à un différend sur les réseaux sociaux. Ce soir également, un rappel majeur concerne 1,7 million en raison d'une possible contamination à la salmonelle. Des dizaines de personnes sont tombées malades dans 9 États, dont l'Arizona, la Californie, l'Indiana, l'Illinois, le Nebraska et d'autres. La société Auguste Egg indique que les œufs bruns biologiques et élevés en plein air, vendus dans plusieurs magasins, ont des dates de péremption allant du 4 mars au 4 juin. Les œufs vendus chez Walmart portent une date de péremption au 19 juin. Les clients doivent soit les jeter, soit les rapporter en magasin. Vous trouverez plus d'informations sur notre site internet. Quand nous reviendrons ce soir, nous parlerons des dernières nouvelles concernant Rod Stewart et de cette scène incroyable ici, un zèbre transporté par hélicoptère en sécurité, ici même aux États-Unis. Dans l'Abex, un zèbre domestique en fuite a été retrouvé dans le comté de Rutherford, dans le Tennessee, et voici comment ils l'ont ramené chez lui. Ed le zèbre a été retrouvé dans un pâturage et, regardez ça, transporté par hélicoptère en lieu sûr. Disparu depuis plus d'une semaine, on nous dit ce soir qu'il est désormais de retour auprès de son propriétaire. J'espère qu'il n'a pas peur de l'avion. Le chanteur Rod Stewart présente ce soir ses excuses à ses fans pour avoir annulé plusieurs concerts pendant qu'il se remet de la grippe. On adore ça. Il reporte 6 concerts ce mois-ci, y compris des spectacles dans le cadre de sa résidence à Las Vegas, et il affirme qu'il sera bientôt de retour sur scène. Quand nous reviendrons ce soir, vous connaissez tant de ses chansons. Ce soir, nous célébrons le leader de Sly and the Family Stone. Enfin ce soir, ici, Sly Stone et son son inimitable. Je suis, au fait, comme tout le monde, qui savait. C'était en 1968. Sly and the Family Stone interprétaient leur tube, Every Day People, dans l'émission The Ed Sullivan Show. Et au clavier, Sly Stone, le génie derrière tout cela. Il se frayait un chemin vers la célébrité en trouvant. Je ne fais pas le bébé, désolé. Une chanson simple pourrait suffire, docteur. Sly Stone était un pionnier, considéré comme excentrique et un artiste de génie.
Il a réuni un groupe composé d'hommes et de femmes, de noirs et de blancs, chantant l'amour et l'unité à une époque de profonde division dans ce pays. Avec des tubes comme You Want to Take You Again. Bébé, bébé, t'emmenez plus. Et une affaire de famille. Affaire de famille. C'est une affaire de famille. Sly and the Family Stone ont fusionné la soul, le jazz, le gospel et le rock psychédélique pour créer leur propre son dans les années 60 et 70. Ses costumes et son style unique ont fait de Stone une icône. Un documentaire récent sur sa vie a montré son influence sur les générations à venir, ouvrant la voie à des artistes comme Prince et Michael Jackson. Né Sylvester Stewart, Sly a obtenu son surnom après qu'un camarade de classe ait mal orthographié son nom. Il serait Sly pour toujours. Il a appris à jouer de la guitare, de la basse, des claviers, de la batterie et de l'harmonica, enregistrant de la musique avec ses frères et sœurs dès l'âge de 8 ans. Sly Stone est décédé à l'âge de 82 ans et, lorsqu'on lui demandait quel serait son héritage, il répondait simplement « la musique ». Juste la musique. Je veux juste jouer mes chansons. Je le ferai gratuitement. Les paroles dans la musique reflètent la vie que j'ai menée. Donc c'est la vérité. Alors, et on ne peut pas vraiment ignorer les gens quand ils entendent la vérité. Être moi-même. Eh bien, sa musique a certainement contribué à définir son époque et, bien sûr, nous lui rendons hommage ici ce soir. On se retrouve demain. D'ici là, bonne nuit. Merci d'avoir suivi World News Tonight avec David Neal, le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.